Poutine est vraiment délirant. 2026 était censé être la grande année de la Russie. C'était l'année décisive. Donetsk tomberait, et la Russie s'emparerait du Donbass. L'Ukraine s'effondrerait dans le sud. Toutes les cartes possibles seraient entre les mains de Poutine, et il en aurait même quelques-unes de plus cachées dans sa manche. C'était le récit. Mais l'Ukraine a fait voler en éclats les histoires que le dirigeant russe se racontait à lui-même et au monde. Ce que nous avons réellement vu en 2026, c'est l'Ukraine remporter victoire éclatante après victoire éclatante. Et maintenant, il y en a une autre. La ligne de front russe a été déchirée, alors que l'Ukraine a créé une brèche de 25 km de profondeur, menant à la reconquête de 120 km² de territoire. La Russie est sous le choc, l'offensive d'été échoue, et c'est l'heure de vérité pour un dirigeant russe qui ne sait plus quoi faire. Oleksandrivka est le site du grand échec de Poutine. Dans son évaluation de la campagne offensive russe du 13 juillet, l'Institute for the Study of War, ou ISW, a révélé que les forces ukrainiennes ont annoncé la libération de 6 localités et de 120 km² le long de cet axe particulier du conflit. La libération a eu lieu sur une période non précisée, souligne l'ISW, mais elle faisait partie d'une série de manœuvres de contre-attaque que l'Ukraine a réalisées avec le soutien de drones de frappe à moyenne portée qui ont ravagé l'arrière des forces russes. Ces drones bloquent la logistique et fragilisent tout le front. Les troupes d'assaut ukrainiennes attaquent ensuite des groupes isolés de soldats russes et les repoussent vers leur point de départ. Ici, leur point de départ est à 25 km de l'endroit initial, ce qui fait beaucoup de terrain à reprendre quand votre armée avance à la vitesse d'un escargot après un bain de sel. Parmi les localités que l'Ukraine a libérées lors de cette vaste offensive figurent Vorona, Tanova, Malivka, Jijneva, Zaporizhia et Novohorohivka. Toutes se trouvent au sud-est d'Alexandrovka, comme le souligne l'ISW. Il précise que ce que nous voyons ici prolonge une campagne entamée durant l'hiver 2026. À cette époque, l'Ukraine avançait dans les régions de Zaporizhia et de Dnipropetrovsk, ce qui a permis la libération de 480 km² de territoire. En ajoutant ces 120 km² supplémentaires, le total atteint 600 km² pour l'année jusqu'à présent, et ce chiffre à lui seul résume l'année 2026 de la Russie. Mais nous y reviendrons, restons sur Alexandrovka. Nous avons plus d'informations sur la façon dont l'Ukraine a réussi cette avancée remarquable. Nous avons expliqué les bases, drones à l'arrière, groupes d'assaut au sol. Mais il y a plus que cela. L'Ukraine a lancé des dizaines de groupes d'assaut, tous venant de la direction de Veliko-Mikhaïlivka, en même temps, contre les forces russes à Alexandrovka, rapporte le compte X de Army Media. Ces groupes d'assaut ont reçu un soutien aérien constant, probablement grâce à des drones FPV. Et ils ont procédé à un ratissage systématique du territoire que l'Ukraine a libéré, détruisant l'infanterie au sol ainsi que les opérateurs de drones russes, qui auraient autrement tenté d'arrêter les groupes d'assaut ukrainiens. À la fin de cette attaque extrêmement bien coordonnée, la 120e division de fusiliers marins russes, qui était la principale force de défense dans les villages libérés par l'Ukraine, avait subi de lourdes pertes. Bien qu'elle n'ait pas été totalement détruite, cette division est devenue inutile et a dû se retirer. Les drones d'attaque à moyenne portée ont aussi parfaitement rempli leur rôle. Ils ont ciblé Temerivka, qui est un village que la Russie a transformé en un centre logistique clé dans le sud occupé. Frappé durement et passé sous le contrôle des tirs ukrainiens, ce centre a été éliminé de l'équation. Et pour enfoncer le clou, l'Ukraine a également détruit un point de rassemblement de personnel, utilisé par le 656e régiment de fusiliers motorisés russes dans ce village. Une grande partie de ce travail semble avoir été réalisée par le 425e régiment d'assaut séparé de l'Ukraine, souvent appelé Skalaya. Le résultat est simple, 6 localités reprises, 120 km² libérés, et une brèche de 25 km de profondeur dans une zone vitale de la ligne de front. Mais il y a un rebondissement intéressant. Selon l'ISW, le 425e régiment a fait quelque chose d'intéressant. Toutes ces informations proviennent d'une annonce publiée sur les réseaux sociaux par ce régiment. Cependant, cette annonce a depuis disparu, et le régiment n'a donné aucune raison officielle à ce sujet. Un mystère donc. Il paraît peu probable que le régiment mente sur ses avancées. Cela ressemble davantage aux méthodes de propagande russe. Peut-être qu'un ordre est venu du haut commandement ukrainien pour garder le silence sur la brèche de 25 km créée par le 425e régiment d'assaut séparé. Se pourrait-il qu'autre chose soit prévu en plus ? Nous le saurons bientôt. Cependant, l'information circule désormais,
et est rapportée par de multiples sources. La boîte de Pandore a été ouverte. Et pour Poutine, cette nouvelle ne fait que confirmer quelque chose qu'il sait depuis que l'Ukraine a commencé à riposter durant les premiers mois de la guerre. 2026 ne se déroule pas comme prévu pour la Russie, et c'est le dire gentiment. Ce que 2026 est vraiment devenu, c'est une mise à nu catastrophique de la faiblesse de la Russie sur le champ de bataille et de ses échecs stratégiques, qui se sont transformés en un imbroglio de faux rapports, d'avancées et de tentatives désespérées pour convaincre la communauté internationale que la Russie va prendre des territoires là où elle est soit à l'arrêt depuis des mois, soit a même été repoussée. Ceci n'est qu'une catastrophe de plus à ajouter à un tas enflammé de fiascos en 2026, alors que la Russie passe d'un revers à un autre. Ce que nous pourrions voir dans le rapport retiré par l'Ukraine, c'est une confirmation plus directe du territoire libéré et de l'endroit où cela s'est produit. Cela soutient l'affirmation du 12 juin du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, selon laquelle l'Ukraine avait libéré 600 km² à ce moment-là. Les chiffres correspondent tout à fait, comme nous l'avons mentionné précédemment. 120 km² à Alexandrovka s'ajoutent aux 480 km² à Dnipropetrovsk et Zaporijia pour faire un total parfait de 6 cents. Poutine va s'inquiéter de ce chiffre. Mais il sera surtout furieux de voir ce que l'offensive du printemps et de l'été, censée vaincre l'Ukraine, a réellement apporté au Kremlin. Ce n'est pas bon. Depuis mars, depuis le début de cette offensive, la Russie a parfois été presque à l'arrêt, et à certains moments, l'Ukraine a libéré plus de territoires que la Russie n'a pu en revendiquer. L'ISW dispose des chiffres, qu'il a établis en se basant sur la quantité de territoires que la Russie est confirmée avoir capturés, plutôt que sur le territoire plus les terres où la Russie a discrètement envoyé quelques infiltrés et revendiqué une victoire qu'elle n'a pas réellement obtenue. En mars, la Russie n'a réussi à avancer que de 23,04 km². Pour une armée d'invasion de la taille et de la prétendue puissance de celle de la Russie, c'est un chiffre absolument pathétique, surtout après tout le tapage du Kremlin sur la chute inévitable de Donetsk. Mais ce qui était pathétique allait devenir pitoyablement humiliant au cours des 2 mois suivants, car en avril et en mai, l'Ukraine a libéré plus de territoires que la Russie n'a pu en capturer. En avril, la Russie s'est retrouvée dans le rouge, à hauteur de 116,01 km² selon l'ISW. Le mois de mai a été encore pire. La Russie a subi une perte nette de territoire plus de 2 fois supérieure, terminant le mois avec 281,1 km² de moins. En juin, la Russie a revendiqué le contrôle de 30,02 km², marquant une légère correction de trajectoire. Donc, bravo, on suppose. La Russie a réussi à revenir à un niveau pathétique, surtout quand on voit que les gains territoriaux du mois de juin représentent moins d'un dixième de ceux obtenus en janvier, alors même que l'offensive d'été censée tout régler bat son plein. Tout cela signifie essentiellement que l'Ukraine a réussi à tenir l'armée russe en échec. Les 600 km² que l'Ukraine a libérés ont joué un rôle énorme en plaçant la Russie dans une situation où ses gains pour toute la première moitié de 2026 ne s'élèvent qu'à 97,22 km². Et il s'agit censément de la campagne d'été qui doit paralyser Donetsk, où la Russie doit encore s'emparer de bien plus de 5000 km². L'année 2026 de la Russie a été un désastre, et pas seulement en termes de perte de 120 km² à Alexandrovka, et des chiffres fournis par l'ISW. Bien d'autres éléments montrent à quel point cette année a été mauvaise pour la Russie. Mais avant d'aller plus loin, ceci est un rappel que vous regardez The Military Show. Si vous trouvez la chaîne instructive, abonnez-vous dès aujourd'hui. Nous publions des vidéos comme celle-ci chaque jour, révélant la réalité de la guerre en Ukraine que Poutine ne veut pas que vous voyiez. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes,
Et après une autorisation unique, Incognito s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incognito. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incognito. Arrêtons-nous un instant sur Donetsk. Souvenez-vous, cette région doit être prise lors de l'offensive du printemps et de l'été. On pourrait croire que les avancées ukrainiennes ailleurs laissent à la Russie une chance d'atteindre ses objectifs à Donetsk avant la fin de l'année. Ce ne sera pas le cas. Comme le souligne Al Jazeera, Poutine a dû fixer une nouvelle date limite pour prendre Donetsk. Il l'a déjà fait auparavant, 14 autres fois. Mais la nouvelle date limite est censée être la bonne. Donetsk devrait tomber d'ici la fin décembre. Cela n'arrivera pas, à moins qu'un miracle ne se produise en faveur de l'armée russe. Au rythme actuel de progression, selon le média, il faudrait 5150 jours à la Russie pour finalement s'emparer de Donetsk. Cela fait 14 ans plus ou moins. Donc, le 31 décembre est exclu, à moins que Poutine n'ait voulu ajouter 2040 à sa dernière échéance. Le fait que l'Ukraine perce des brèches dans les lignes de front russes n'accélérera rien, même si ces brèches se trouvent à des centaines de kilomètres de Donetsk. Il en est de même pour la Russie en mer Noire. On parle souvent de terres volées ou libérées, mais l'eau est tout aussi cruciale, et la mer Noire devait être un élément clé des plans russes. Barrière entre l'Ukraine et la Crimée, ainsi que voie navigable, permettant à la Russie de transporter des troupes et du matériel, et de lancer des attaques contre l'Ukraine. La mer Noire est devenue un véritable enfer pour les navires de guerre russes. Tous ceux qui osent s'aventurer en mer risquent de voir arriver des drones et des missiles ukrainiens pour leur réserver un accueil explosif. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est même allé jusqu'à déclarer que la Russie avait perdu la mer Noire début juillet. Il est difficile de le contredire. L'Ukraine n'a peut-être pas de navires de guerre pour patrouiller ou bloquer la mer, mais ses drones aériens et maritimes accomplissent ce rôle. La Russie a pratiquement retiré ses navires de guerre. Désormais, alors que l'Ukraine se concentre sur la mer d'Azov, où elle fait brûler chaque jour des navires de la flotte fantôme russe par douzaines, Poutine risque de perdre les deux mers que la Russie est censée contrôler. Mauvaise nouvelle pour la Crimée occupée. Si la Russie ne contrôle pas les eaux autour de cette péninsule, elle ne peut pas vraiment contrer les frappes ukrainiennes. Libérer 120 km² et ouvrir une brèche de 25 km à Alexandrovka paraît impressionnant, mais cela reste peu face aux conséquences pour l'invasion de Poutine et son statut de président, si la stratégie ukrainienne d'isolement de la Crimée amène les occupants à abandonner la péninsule. La situation actuelle de la Russie est tragiquement embarrassante. La Russie en est à la 5e année d'une guerre prévue pour 3 jours. Lors de l'invasion russe, l'Ukraine était censée s'effondrer. Poutine semblait vraiment croire que les chars et véhicules blindés russes allaient entrer dans Kiev et forcer une reddition sans presque aucune perte. C'était en février 2022, et la Russie a été forcée de revoir, puis revoir encore ses objectifs en Ukraine. Il suffit maintenant que le Donbass tombe. Poutine crierait alors victoire, mais tous ces délais, et les 14 ans nécessaires pour prendre Donetsk ne rendent même pas cette version d'une victoire probable. Et bien sûr, la Russie perd du terrain ailleurs. Nous avons évoqué les pertes il y a un instant. Aussi désastreuse que l'année 2026 ait été sur le plan territorial, les véritables dégâts ont été subis par les soldats que Poutine envoie au front. Les pertes semblent augmenter chaque mois. La Russie a perdu entre 30 000 et 34 000 soldats chaque mois, entre janvier et mai de cette année. Elle a dépassé 1,4 million de pertes au total en juin, qui a également été un mois record, où la Russie a subi 39 460 pertes, soit 1298 pertes pour chaque kilomètre carré gagné au cours du mois. C'est non seulement insoutenable, mais aussi absurde. La Russie doit maintenant faire face à 19 fois plus de pertes par kilomètre carré qu'en juin 2025. La viabilité de tout cela est un autre problème majeur pour la Russie. Dans son rapport du 14 juillet, l'ISW a noté que la Russie avait réussi à recruter 195 000 soldats sous contrat début juillet 2026. Cela semble beaucoup, et ça l'est. Mais ce n'est pas autant que ce que la Russie souhaite. Elle devrait en être à 204 500 à l'heure actuelle, étant donné son total de 409 000 recrues, d'ici la fin 2026.
Et cet objectif a été fixé avant qu'il ne devienne évident à quel point l'Ukraine allait malmener l'armée russe cette année. La Russie recrute actuellement en moyenne 1090 soldats par jour, à un moment où ses pertes quotidiennes dépassent régulièrement ce chiffre de plusieurs centaines. Catastrophique. C'est le seul mot qui décrit la situation de la Russie en 2026 jusqu'à présent. Mais revenons à l'Ukraine qui libère des territoires à Alexandrovka et ailleurs. La question est maintenant de savoir ce qui va suivre. Certains pensent que les actions de l'Ukraine préparent une contre-attaque plus vaste dans les prochains mois. C'est possible, mais peu probable. Ce qui se passe à Alexandrovka confirme l'avertissement de Syrski en janvier. Nous mènerons une défense stratégique, mais savons que la victoire ne se gagne pas seulement ainsi. Nous mènerons donc des opérations offensives pour garder l'initiative, a déclaré Syrski à propos des plans de l'Ukraine pour l'année. C'était un commentaire vague, facilement passé inaperçu, mais ce que nous avons vu en 2026 montre que cette approche a été parfaitement exécutée. Lorsque l'Ukraine a trouvé ou créé des faiblesses sur le front russe, elle a frappé fort. C'est ce qui est arrivé à Alexandrovka. Des drones de frappe à moyenne portée ont ouvert des brèches, permettant à l'Ukraine d'y lancer des assauts coordonnés et de se fortifier. C'est une stratégie qui fonctionne bien, mais pas assez pour paralyser toute une ligne de front qui s'étend sur environ 1200 km. Si l'Ukraine ne prépare pas une contre-attaque majeure, pourquoi Alexandrovka est-elle si cruciale ? La réponse tient à la manière dont Poutine voulait exploiter ce territoire et ceux perdus à Zaporijia et Dnipropetrovsk. La Russie voulait utiliser ces terres comme zone tampon pour empêcher l'Ukraine d'envoyer troupes et approvisionnements vers le Donetsk. Mais cette zone tampon est brisée, et le résultat, c'est tout ce que nous avons souligné à propos de l'échec total de l'offensive de printemps et d'été de la Russie. Les pertes énormes subies par la Russie et le rythme d'avancée dérisoire, tellement lent que la Russie aura besoin de plus d'une décennie pour prendre le Donetsk. Tout cela remonte au fait que l'Ukraine a ouvert des brèches très précises dans la ligne de front plus au sud. On voit que l'Ukraine réussit car les propagandistes russes se mobilisent. Le 14 juillet, juste au moment où la percée d'Alexandrovka a été révélée, l'agence de presse russe TASS a rapporté les propos d'un soi-disant expert militaire nommé Andrei Morosko. En discutant des efforts ukrainiens pour libérer le territoire à Konstantinivka, qui se trouve dans le Donetsk, Andrei Morosko a affirmé. Par conséquent, la phase active des hostilités ici s'éternise depuis très longtemps, toutes les tentatives du commandement ukrainien s'étant révélées futiles et infructueuses. Le commandement ukrainien continue de subir des pertes injustifiées, envoyant son personnel en première ligne sous le feu sans égard. Nous ignorons presque comment répondre. Remplacer ukrainien par russe dans cette citation, et cela décrit parfaitement ce que la Russie fait depuis plus de 4 ans. Morosko est également audacieux d'affirmer que l'Ukraine ne connaîtra aucun succès si elle tente de contre-attaquer à Konstantinivka. L'Ukraine a montré l'efficacité de ses contre-attaques. Si une riposte commence, c'est que l'Ukraine a repéré une brèche et que la Russie est vulnérable. La victoire écrasante de l'Ukraine à Alexandrovka révèle ce que tous ceux qui observent les échecs de la Russie savent déjà. Le moment de vérité est arrivé pour Poutine. Il ne le sait peut-être pas encore. Il est peut-être même à ce point volontairement aveugle à ce fait qu'il fera simplement comme si ce moment était arrivé. Mais rien de tout cela ne change le fait que nous avons assisté à un renversement complet de la dynamique en Ukraine. La Russie a franchi le point de non-retour stratégiquement. Perdre quelques centaines de kilomètres carrés veut-il dire que la Russie s'est effondrée ? Non. Mais cela signifie que l'Ukraine a trouvé la formule d'usure qui fera de plus en plus mal à la Russie chaque jour de combat. Astuce. Les Russes attaquent les positions les plus faibles, répètent l'opération et laissent la Russie s'épuiser. Vladimir Poutine fait désormais face à une Ukraine plus forte que jamais, soutenue par les membres européens de l'OTAN malgré ses tentatives de division. L'OTAN, y compris les États-Unis, apparaît désormais unie contre Vladimir Poutine, et presque tout lieu important en Russie reste exposé aux frappes ukrainiennes en profondeur. C'est ce que nous appelons un changement de dynamique. Alexandrovka, bien qu'impressionnante, illustre un problème bien plus large pour Vladimir Poutine. Peu importe l'issue de la guerre, Vladimir Poutine a déjà perdu. Seule la capitulation totale de l'Ukraine sera désormais vue comme une victoire. Ce serait une victoire à la Pyrrhus, révélant la Russie comme un nain, alors qu'elle semblait jadis un titan. Vladimir Poutine n'avait qu'à rester inactif pour préserver cette image de la Russie. Il a envahi, et l'Ukraine lui en a fait payer le prix. Nulle part cela n'est plus évident qu'en mer Noire. Nous vous avons parlé plus tôt des commentaires de Zelensky. Que diriez-vous d'approfondir un peu plus ?
Nous avons préparé une vidéo qui explique en détail comment la Russie a perdu la mer Noire, ce que cette perte signifie, et comment elle reconfigure à la fois la bataille pour la Crimée et l'Ukraine dans son ensemble. Regardez cette vidéo ensuite, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show si vous souhaitez voir plus de nos analyses sur les dernières actualités en provenance d'Ukraine. Et merci de nous avoir regardés.